Bienvenue dans cette série spéciale Open Startup réalisée et enregistrée en direct de Vivatech 2025, le plus grand salon tech d'Europe. Je vous amène dans les coulisses de l'événement, au plus près des entrepreneurs, des innovateurs, des experts du numérique, pour capter à chaud les tendances, les idées qui bousculent et les voix de celles et ceux qui construisent la tech d'aujourd'hui et de demain. Des interviews, des échanges spontanés, des retours sur le terrain, c'est du contenu pour vous faire vivre l'énergie du salon comme si vous y étiez. Dans cet épisode, on parle financement avec William Soulois, fondateur de Storen, qui accompagne les startups dans leur levée de fonds et leur croissance. Bonne écoute. Retour sur Vivatech, et Vivatech c'est certes des stands, des startups et tout, mais c'est aussi beaucoup de conférences avec des choses très pratiques pour les entrepreneurs qui participent. Et on avait une conférence qui s'est intitulée Ready to Scale. Et j'ai le plaisir d'avoir un des speakers qui était sur le panel et quelqu'un en plus que j'apprécie beaucoup. Il s'agit de William. Salut William. Salut Guillaume, merci de l'invitation sur ce podcast. William, est-ce que tu peux te présenter, nous dire aussi dans quel cadre tu es intervenu sur cette table ronde? Donc moi c'est William, cofondateur et CEO de Storen. On accompagne des startups dans leur recherche de financement. On en voit passer beaucoup, une centaine par an à peu près, sur leur sujet de financement, mais pas que, puisqu'on touche à leur stratégie de développement, à leur stratégie R&D, à leur cash burn, à leur stratégie financière. Et j'étais du coup invité sur ce workshop pour donner ma vision en tant que conseil d'un point de vue extérieur par rapport aux entrepreneurs que je croise toute la journée. Souvent, la question du financement, elle arrive très tôt, enfin même presque dès l'idéation, on pense déjà business model et comment on va financer son innovation, sa croissance, etc. Est-ce qu'il y a un bon moment pour discuter avec des acteurs du financement et qu'est-ce qu'on doit commencer à penser très rapidement? La pensée de base, c'est déjà sa boîte, sa conviction, son modèle, comment on va chercher ses clients, du chiffre d'affaires. Une fois qu'on a trouvé ces réponses, qu'on est prêt à se lancer, on va pouvoir dérouler et la question du financement va arriver naturellement. L'idéal, c'est de solliciter des acteurs, d'aller chercher ces financements quand on n'en a pas besoin. À la création, ça va être à la suite de tes apports, tu mets du cash, tu montes ta boîte, c'est là-dessus que tu vas pouvoir faire levier. Et une fois que tu vas commencer à accélérer, souvent tu vas lever des fonds. C'est cette levée de fonds qui va te permettre d'aller chercher d'autres financements en complément. Et que ce soit pour de la levée en equity auprès d'investisseurs ou des financements non dilutifs, il faut jamais attendre d'être trop short, d'être dans la panique. Quand on arrive serein face aux financeurs, face aux investisseurs, c'est toujours mieux. Et de toute façon, c'est des process qui prennent plusieurs mois. Donc le moment idéal, c'est quand on n'en a pas besoin, au moment où tout va bien, en anticipant peut-être la tension qui va apparaître plus tard. Et est-ce qu'il y a des frameworks, des façons enfin des bonnes pratiques, des boîtes à outils, on va dire un petit peu pratiques, parce que ça dépend du background du fondateur, hein, mais parfois on n'a pas ces réflexes-là. Donc, est-ce qu'il y a des choses faciles que tu pourrais partager, qu'il faut commencer à faire dès le départ, je sais pas, à documenter certaines choses, potentiellement même, on parlait de faire du chiffre d'affaires, mais déjà d'avoir des lettres d'intention, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que tu peux nous partager? Pour les investisseurs, alors sur une phase early stage, il n'y a pas forcément besoin de metrics. Il faut par contre en effet avoir des LOI, en tout cas des signes d'intérêt du marché, soit directement avec le fondateur qui a trouvé des clients, soit même auprès des invests qui, eux, ont leur réseau, connaissent le marché et voient qu'il y a un vrai intérêt. Sur le volet early stage, vraiment, sur les premiers mois, c'est de toute façon, quand tu lèves des fonds, le fondateur qui fait la différence, le projet, l'ambition. Il y a très peu de métriques et du coup, les investisseurs vont vraiment miser sur la personne plus qu'autre chose. Ensuite, quand tu passes plus sur la phase seed série A avec des VC, là, ça devient beaucoup plus contraignant. Il faut, au-delà des clients, montrer que ton modèle cœur, il est rentable, que tu as un modèle éprouvé économiquement qui reste plus qu'à accélérer. Avant, on levait sur une idée, sur une ambition, sur une personne, sur un parcours. C'est plus le cas. Là, les boîtes qui lèvent, en tout cas facilement, celles qu'on voit lever tous les jours, c'est des boîtes qui ont déjà éprouvé leur modèle et qui vont arriver à convaincre des VC qui ont une grille d'analyse très précise dans lesquelles il faut rentrer. Tu en parlais en amont, tu as dit très rapidement qu'un des meilleures sources de financement, c'était le chiffre d'affaires. Moi, j'adore cet état d'esprit. C'est quoi ton regard aussi sur les aides publiques qui existent en France? C'est un grand atout stratégique finalement qu'on a aussi en France, d'avoir tous les dispositifs type SAIR, GOI, etc.
mais on sent bien qu'il y a une trend et un peu une tendance à réduire aussi les subventions et les financements publics. Comment tu analyses, toi, ce genre de choses? Est-ce que c'est salvateur? Est-ce que c'est tant mieux? Enfin voilà, j'aimerais bien avoir ton avis, toi qui te baignes dedans tous les jours. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un contexte qui est compliqué. Guillaume Olivier Doré, là, intervenait, disait que la valeur du portefeuille aujourd'hui des VC valait 2 fois moins que celle qu'elle avait il y a un an. Donc les VC sont en crise. Forcément, ils investissent moins. Et quand ils investissent, c'est sur des critères, encore une fois, très stricts. Côté financement, que ce soit les financeurs publics comme BPI, comme la région Nouvelle-Aquitaine, les budgets, en effet, ils sont contraints. BPI, par exemple, c'est moins 10%. Ça change pas la donne, mais il y a une petite contraction. Et surtout, ces financeurs, ils ont besoin d'investisseurs privés pour intervenir en face. Donc, si les levées se font pas, derrière, ils n'interviennent pas. Ce qui fait qu'il y a quand même un peu moins de demandes et les boîtes qui arrivent à lever, qui ont ensuite accès à ces financements, ils vont taxer plutôt facilement. Ce qui est sûr, c'est que la porte d'entrée investisseur, la porte d'entrée VC, elle est beaucoup plus compliquée qu'avant. Et c'est cette porte d'entrée qui déclenche tout le reste pour des startups qui sont sur un modèle de levée de fonds. Et après, il y a aussi des boîtes rentables, hein. Il y a des boîtes rentables qui vont trouver leur modèle assez vite, qui vont pouvoir aussi activer des financements de manière organique, sans avoir à lever de fonds. Ces boîtes-là, elles sont bien accompagnées encore aujourd'hui parce qu'elles ont un modèle qui est sain, elles ont de la visibilité et elles ont accès au financement beaucoup plus facilement que des startups qui doivent lever des fonds et pour qui c'est beaucoup plus contraignant. Il y a un autre sujet qu'on voit partout, c'est l'IA. Ça aussi, c'est relié avec les investissements. On sent qu'il y a un peu une sorte de polarisation autour de ces sujets-là. C'est soit il y a des investisseurs aussi qui embarquent rapidement dessus et d'autres qui aussi se méfient des effets d'annonce et vont peut-être être un peu plus frileux. Qu'est-ce que toi tu constates là sur cette grande vague IA là? Est-ce que ça a un impact aussi sur le financement? Ouais, en fait, il y a une grosse hype de l'IA, surtout en 2024. On a eu plein de boîtes qui sont arrivées, qui avaient levé des beaux montants sur des grosses valos. Il y a une sorte de FOMO sur plein de projets. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y en a une sur deux à peu près qui repartent sur un tour assez costaud. Donc, il y a de la casse. Côté financeur, on est un peu plus prudent aussi, je pense, qu'il y a quelques mois, parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de projets qui avaient émergé sur lesquels tout le monde se jetait. La vérité, c'est qu'il y en a très peu qui sont pérennes. Les boîtes qui s'en sortent, qui commencent à avoir des métriques, de la traction, qui arrivent justement à éprouver un modèle rentable, elles repartent sur des tours, elles sont financées facilement. Les boîtes qui avaient un modèle IA sympa au niveau techno, mais qui n'avaient pas forcément un modèle économique associé, elles sont en galère et il y a de la casse. Ouais, et puis clairement, c'est une chose qui en fait, ça va tellement vite là, c'est obligé que le marché va aussi trouver son rythme de croisière là. En fait, non, ça a explosé, partout, mais il va peut-être y avoir un cycle un peu plus mature, enfin d'ici quelques temps. On est là à Vivatech, c'est donc un rendez-vous ouais, assez clé pour plein d'acteurs de l'écosystème. Pour toi, William, Storen, c'est quoi qui fait que cet événement il est particulier? Pourquoi il faut être là aussi pour toi? Je peux être honnête là-dessus, assez transparent. Moi, je suis là parce que j'étais invité à l'atelier. Je fais un petit tour, je vois tout le monde, mais c'est quand même la foire. Il y a trop de monde. C'est compliqué, je trouve, de discuter, de trouver du temps, de vraiment avoir un échange avec les boîtes qui sont sursollicitées. Donc, je trouve ça hyper intéressant de venir, de passer une tête, de faire le tour. Mais même les innovations, elles sont pas toutes visuelles. Du coup, tu découvres pas forcément grand-chose. Et je suis content d'y passer une demi-journée, pas plus. Est-ce qu'il y a quand même une innovation, que ça peut être même un de tes clients ou partenaires, etc., qui est présent aujourd'hui, à qui tu as envie de faire un coup de projecteur? Ouais, bah, on a des super clients qui sont sur place et il y en a, j'ai pas encore eu le temps de passer le voir, c'est White Lab Genomics, qui est une deep tech qui bosse sur les thérapies géniques avec des modèles d'IA justement pour faciliter et renforcer l'efficacité de la recherche avec des retombées sociétales. Une belle boîte d'IA avec des super founders et des retombées sociétales, que demander de plus? Génial, ben, on mettra les infos ouais, en description du podcast. Et ben, on va clôturer là. Merci déjà beaucoup pour ton temps à la sortir de ta conférence, là, surtout qu'il faisait très chaud et c'était une longue conférence quand même. Si tu avais un seul conseil peut-être à formuler pour un
un néo-entrepreneur ou quelqu'un qui est dans une phase qui démarre et qui rêve, entre guillemets, de faire une levée de fonds ou d'accélérer son financement, ce serait quoi que tu lui dirais? C'est un peu la question que beaucoup te posent, hein, mais je suis désolé, je suis obligé de te la poser. Je vais essayer de pas trouver une réponse bateau, mais je vais parler de mon expérience. Pour moi, c'est la conviction, les valeurs qui doivent porter un projet. C'est le why là dont tout le monde parle aussi. Je pense que quand il y a un désalignement entre les valeurs et un projet, de toute façon, ça fonctionne pas. Tu n'arrives pas à convaincre tes clients, tu n'arrives pas à embarquer ton équipe, tu n'arrives pas à convaincre les invests. Donc ça doit partir pour moi d'un projet qui te passionne, sur lequel tu es prêt à passer ta vie, hein, à donner aussi ta vie, parce qu'il y a pas mal de sacrifices associés à l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est vraiment une question de conviction, trouver le projet qui va te porter, qui va te stimuler, pas le projet pour lequel tu veux faire de l'argent. Peut-être que l'argent arrivera dans un second temps, et c'est souvent lié, mais ça part toujours, je pense, d'une vraie conviction, d'une vraie force pour embarquer toutes les personnes dont tu as besoin dans le cadre de ton projet. Merci beaucoup, William. Trop sympa de ta part de t'être arrêté à ce micro-là. Et puis, à titre perso, c'est toujours un plaisir de te croiser. Donc, j'ai hâte que aussi tu reviennes de temps en temps sur Bordeaux. On envoie où les personnes qui veulent en savoir plus? Il y a storen.fr. Toi, vous essayez de temps en temps d'être actif aussi sur LinkedIn. On peut partager aussi ton LinkedIn, c'est ça? Ouais, on essaie d'être actif sur LinkedIn malgré la baisse du reach qui est un peu compliqué. Donc ouais, vous pouvez me solliciter directement sur LinkedIn ou via le site storen.fr. Top. Eh bien, merci William. Bon Vivatech et puis à très bientôt. Merci Guillaume, à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Open Startup spécial Vivatech. D'autres interviews arrivent très vite, alors pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou en le partageant autour de vous. Pour prolonger les échanges ou me faire un retour, direction LinkedIn, car c'est là où je suis le plus actif. Un grand merci à l'équipe Tracteur, une équipe passionnée d'innovation qui accompagne les entrepreneurs dans le développement de produits et services numériques et sans qui ce podcast ne pourrait pas exister. C'était Guillaume Comagnac, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série au cœur de Vivatech.